Voici notre 286e revue de presse hebdomadaire, la dernière de l'année 2020. Dans cet épisode, on évoquera quelques-unes des infos qui sont passées inaperçues durant l'année. Mais il y a également de l'actualité fraîche cette semaine. Alors, il sera question par exemple du bad buzz signé GoDaddy, de Zoom qui veut encore se diversifier, ou d'un nouveau brevet signé Apple. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute. Dernier épisode de l'année déjà, 286e épisode, avec bien entendu des chroniqueurs, ça vous vous en doutez un petit peu. Épisode un petit peu particulier, on l'a avancé cet épisode dans le temps, ça on avait déjà dit qu'on enregistrait le mercredi, mais en plus on l'a avancé en fin d'après-midi. Voilà, comme ça on avait envie vraiment de mettre l'année 2020 derrière nous très vite. Xavier est avec nous pour la deuxième semaine consécutive. Sébastien est avec nous également depuis Paris. Bonjour. Et donc oui, l'idée c'est de se débarrasser de cette année 2020 qui nous a empoisonné pendant quasiment toute une année. On peut dire ça comme ça. Donc on va finir sur une belle note. On va essayer de terminer sur une bonne note, effectivement, mais vite. Donc voilà, c'est fait de manière un petit peu impromptue. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints sur le chat sur Twitch, qui étaient attentifs aux publications sur Twitter et sur Facebook. Bienvenue à vous et merci d'être là. Si vous n'avez pas vu que nous étions en direct si tôt à 17h, quelle heure est-il ? 17h18, ce mercredi 30 décembre, c'est pas grave, vous allez avoir tout le temps d'écouter cet épisode et même un petit peu plus de temps que d'habitude puisque dès la semaine prochaine on reprend nos habitudes du jeudi puisque nous enregistrons traditionnellement les épisodes le jeudi soir vers 20h. On remercie ceux qui nous ont laissé des messages la semaine dernière: Nico Mouk, Edouard Gonzalez, Rémi C, Natacha, Eric Bourdin, Arlok Saga, JVG, Sébastien Boireau, JF Didier, David Amiel, Laurent Laoulotte, Ludix, Didier Lutti, Pierre Laure, Gumdrop des Landes, Jax, La Geektature ainsi que Loïc Boquet. Désolé si j'en ai oublié d'autres sur d'autres plateformes. Je ne me suis basé là que sur les commentaires sur YouTube, mais c'est en général là que ça se passe pour les commentaires, bien que ça puisse également se dérouler soit sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais également sur le blog lestechno.be. Je vois que ça s'anime déjà. Quand je vois le sourire béat de Xavier dans un coin, c'est que déjà il se passe des trucs. C'est ça, Xavier, dis-moi. J'ai un pote qui me taquine déjà sur le Twitch, mais voilà. J'ai déjà remarqué ça, que tu te faisais facilement. Salut Chris. Il faut pas te laisser faire, Xavier. Il faut sévir à un moment donné. Il faut je sais pas, faire quelque chose. Il va se flageller tantôt. Voilà, c'est ça. Donc, ce que je vous propose, si vous le voulez bien, à moins que vous ayez un truc à rajouter en ce début d'épisode, c'est d'entamer directement notre abécédaire, par exemple. On peut y aller. Pour la dernière fois, ou presque, cette année on parle de Apple. Je me suis rappelé qu'il y avait un truc dans la conduite plus loin. Comme Apple. Apple qui écoute les développeurs, et ça, ce ne sont pas des développeurs que vous êtes qui vont s'en plaindre quand même, Sébastien. Oui, j'ai parlé plusieurs fois cette année de Apple contre les développeurs d'applications iOS et le fait qu'ils prenaient 30% de commission, enfin qu'ils prennent toujours, je sais pas pourquoi je parle à l'imparfait, 30% de commission sur les ventes iOS qu'ils interdisent de vendre sur une autre plateforme que la leur. C'est pour ça que vous pouvez pas acheter. Juste un exemple récent que j'ai expliqué à ma maman récemment, c'était pourquoi on peut pas acheter des bouquins Audible dans l'application Audible, parce que justement il y a ces 30% de commission. Et donc ça va faire un foin cette année. Il y a des actions en justice qui sont en cours que je ne vais pas commenter évidemment, mais un peu plus tôt dans le mois, Apple a lancé l'App Store Small Business Program, le programme pour les petites entreprises. Ils m'ont sollicité moi-même puisque je suis inscrit au Developer Program. J'avais reçu cette news et j'avais mis de côté, je l'avais pas mis vraiment en tête des playlists de la techno, jusqu'à ce que j'ai vu, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, Marc, que tu as reposté une news qui parlait de la même chose. Je me suis dit, tiens, c'est le moment d'aller la reprendre, celle-là. Je vous ai mis le lien dans les notes du podcast, vous verrez comment ça fonctionne. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, si vous êtes une petite entreprise, que vous vendez sur iOS, vous pouvez participer à ce programme-là. Le critère d'entrée, c'est que que vous gagnez moins de $1 million US par an. Donc voilà,
petit, mais petit, pas si petit que ça quand même, parce que j'aimerais bien faire $1 million sur l'App Store. Tu passes, mais tout juste. Oui. N'achète pas cette dernière app de ma part, sinon je vais être au-dessus et je vais devoir payer 30%. Bah ouais. Et donc voilà, si vous êtes en dessous d'1 million, vous pouvez vous pouvez postuler, c'est gratuit, il n'y a rien à faire, juste un formulaire à remplir. Et une fois que vous êtes dans ce programme-là, vous ne payez plus que, entre guillemets, 15% de commission plutôt que les 30% demandés par Apple. Donc plutôt une bonne chose pour les petits développeurs. Au moins ils ont écouté la gronde de cette année. Et le programme est réévaluable d'année en année. Donc si vous êtes comme moi, juste à la limite du 1 million, les années où vous êtes au-dessus, vous payez 30%. Et les années où vous êtes en dessous, vous payez que 15%. Et c'est ajusté, si j'ai bien compris, en fin d'année fiscale, qui est l'année calendrier également pour Apple. C'est dingue, je ne suis pas à 1 million, très très loin de là. On a lâché un truc. Ouais, parce que je vais avoir mon contrôleur des impôts qui va tomber dessus après. Et tout. Oups, vivant en France. Non mais voilà, il va regretter de ne pas être revenu en Belgique. Non mais voilà, on avait parlé de cette possibilité qu'il y aurait une adaptation à un moment donné, qu'ils adapteraient le taux en fonction de quoi, on ne savait pas très bien. Là ils ont trouvé une solution manifestement qui va calmer sans doute un petit peu le jeu un certain temps. Ouais, ceux qui font des procès sont les grands qui sont au-dessus d'un million de dollars de toute façon, donc ceux-là ils sont pas contents, mais pour les petits c'est une bonne nouvelle. Effectivement. Xavier, un commentaire sur cette news ou pas? Non, mais écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi, puisque j'ai un petit projet sur le côté, et donc voilà, si ça me coûte moins cher au final, c'est une bonne nouvelle. Hein. Voilà. Même si je vise le million, évidemment. Oui, c'est bien. Le million. Pour 2021, hein. Que se souhaiter de mieux que le million? Mais tout le but du jeu, ça va être de rester en dessous du million, mais très proche pour payer uniquement 15%, mais quand même... Faire beaucoup de frais. Voilà. Non, c'est le chiffre d'affaires qui compte. Oui, c'est juste. Ouais, donc ça marche pas non plus. Ah non, c'est bien fait leur truc. Hein. Okay. Il y a quelqu'un qui a réfléchi. Il y a un type qui a réfléchi dans les bureaux. Ok, un commentaire peut-être sur le chat, Sébastien, Xavier. On a Picabooks qui nous demande si ce serait pas un petit peu machine arrière de la part d'Apple par rapport au déboire avec Epic, mais c'est effectivement ce que tu avais évoqué un petit peu. Hein, c'est par rapport c'était ça. Ça a été le buzz entre guillemets, mais tous les autres aussi s'en sont pleins dans la foulée forcément. Et cette affaire-là a mis ça a mis cette problématique en lumière effectivement. Bien vu, Picaboo, qui est l'un des chroniqueurs des technos depuis cette année. Ça, c'est une des nouveautés 2020 également qu'il faut saluer. On ne manquera pas de le faire régulièrement dans cet épisode, de saluer tout ce qui a évolué pour les technos également dans cette année 2020. On peut passer à la suite. Passons à la suite. Là, j'étais sur mon derrière, pour être poli, quand j'ai lu cette news, ce bad buzz signé GoDaddy, qui a offert une prime à ses employés, mais on va expliquer pourquoi bad buzz, Xavier. Alors, je vous promets, je vais pas faire que plomber l'ambiance, mais ici, c'est tellement gros que, effectivement, je suis pas passé à côté. Alors, GoDaddy, pour ceux qui connaissent pas, c'est une société américaine qui est concurrente à OVH, pour ceux qui connaissent en France. Donc, c'est en gros la plus grosse entreprise de gestion de noms de domaine au monde. Ils ont également d'autres services d'hébergement, etc. Mais voilà, ils sont surtout connus pour ça. Et il s'avère qu'ils ont envoyé un mail à leurs employés pour leur dire qu'ils recevraient une prime de fin d'année de $650. Ça fait toujours plaisir. On reçoit un petit mail de son employeur qui nous annonce une prime qui n'était pas attendue. Et le mail contenait un formulaire avec quelques infos personnelles à fournir. Sauf que 2 jours plus tard, il y a environ 500 employés qui ont reçu un autre mail, cette fois-ci du chef de la sécurité de GoDaddy, et qui leur a indiqué qu'ils avaient échoué à un test de hameçonnage, c'est-à-dire le phishing, hein, donc qui essaye de récupérer des données privées,
et en fait que c'était juste un test, donc qu'il n'y aurait pas de prime et que c'était juste un test de sécurité et qu'ils sont tombés dans le panneau, quoi. Alors ça a évidemment été très mal perçu par les employés, d'autant plus à cause de la période difficile qu'on connaît. Certaines personnes sont en difficulté financière et la société s'est excusée, mais elle a quand même indiqué avoir utilisé une pratique qui était tout à fait courante dans le cadre du hameçonnage, que c'est d'autant plus réel, mais elle reconnaît avoir manqué d'empathie. Alors je trouve ça quand même très très gros parce qu'il y a plein d'autres techniques de hameçonnage et là ça fait un peu l'effet qui se coule. Tu t'attends à une super bonne nouvelle et puis on te dit ben non, en plus c'est pas bien, t'es tombé dans le panneau et tu le prends finalement comme une critique alors que tu t'attendais à un cadeau, quoi. C'est un peu compliqué parce que ça répond. Je me suis posé la question quand j'ai vu la news, j'étais outré en me disant comment peut-on être aussi bête que ça, et en même temps je me dis que ça répond effectivement à tous les critères du hameçonnage, c'est-à-dire le rapport de confiance indispensable pour que ça fonctionne, l'aspect économique, on touche au portefeuille, donc là aussi c'est une des cordes, on va dire, du hameçonnage. Donc toutes les ficelles sont bien présentes dans le test, mais ça en reste quand même pas moins. Enfin, c'est très délicat et c'est très indélicat pour le coup. C'est difficilement compréhensible, Sébastien. Mais même en amont de ça, le fait d'avoir choisi le sujet d'une prime de Noël, c'est effectivement ce qui m'a choqué le plus a priori, mais en réfléchissant, déjà le fait d'envoyer un test à ses employés, c'est déjà quelque chose d'assez pernicieux. Je travaille aussi pour une grosse boîte très sensible à ces sujets-là, et on a des formations régulièrement obligatoires, des petites vidéos qui rappellent les bases, etc. Mais c'est genre 2 fois par an et tout le monde doit le faire, etc. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de test en direct sur les employés. Il y a d'autres moyens de mesurer aussi l'efficacité de ces trainings et la sensibilisation des employés à ces techniques de hameçonnage. Ceci dit, ça reste une des failles informatiques les principales, hein, c'est les employés qui vont aller taper leur mot de passe dans un site qui se ressemble mais qui n'est pas, etc. Et donc, il faut effectivement s'en protéger. Quand on a un employeur qui fonctionne comme ça, qui pense comme ça, qui imagine ce type de solution-là, pour un vrai problème, pour élucider un vrai problème, on peut se poser la question de savoir si on est dans la bonne entreprise, quoi, parce que c'est quand même le rapport de confiance est rompu, quoi. Est-ce que c'est une culture d'entreprise ou est-ce que c'est l'erreur d'un ou 2 personnes un peu zélées? Ça, on ne saura pas à moins d'avoir des infos internes d'employés. Si c'est une culture d'entreprise, je suis d'accord avec toi, Marc. Il faut se poser les bonnes questions. Et oui, Xavier. Je ne sais pas si le chef de la sécurité a consulté le DRH, mais si le DRH a été consulté, c'est assez gros, effectivement. C'est ça, mais ceci dit, tu peux tomber sur... Enfin, on a tous en mémoire, sans doute, si on gratte un petit peu, en mémoire des idées un peu qui sont justement le H de humain est un petit peu mis sur le côté. Vous voyez qu'on a un peu glissé sur le truc, on a un petit peu justement oublié l'humain dans le process. On a tous ça en mémoire parce que voilà, mais ce sont souvent soit des erreurs de jeunesse, soit c'est pas une intention, il y a pas une intention malveillante derrière nécessairement. Pas systématiquement, en tout cas, on peut l'espérer. Mais effectivement, ici, dans ce cas-ci, vu le contexte, c'est complètement pitoyable, quoi. Ça mériterait qu'ils payent la prime, pour le coup. Oui, tout à fait. C'est clair. Oui, c'est ce genre de fausses promesses. Moi, je suis désolé, mais pour arrondir les angles, il faudrait qu'ils lâchent les $650. Ouais, imagine un employé qui a commandé un cadeau en prévision d'eux, enfin voilà, c'est un peu gros. Et on a un auditeur qui nous dit dans le chat que lui il a un ancien patron qui lui avait fait miroiter un iPhone. Ça c'était pas une bonne nouvelle, mais le troll. Non mais vous avez dit un truc intéressant tous les deux. Quel est le cadre légal de ce genre de choses? Si ça se passait en Europe, quel est le cadre légal? Quels sont les recours éventuellement au prud'homme que les employés peuvent faire? J'en sais rien. Je suis pas un avocat, parce qu'il y a cette notion d'essayer de piéger, qui est quand même un peu biscornue, quoi. Je suis pas convaincu que ça passerait si facilement sous nos contrées, sous nos latitudes. Oui, et puis si on promet une prime à un employé, dans quelle limite est-on tenu à la promesse? Attention, si elle n'est pas contractuelle, ils sont pas tenus de la payer. Donc voilà, c'est un autre cas également. Bref, voilà, bad buzz pour GoDaddy. Ceci étant dit, tu l'expliquais aussi en préambule, Xavier, ils sont tellement une position
hégémonique, j'ai presque envie de dire, dans le traitement des noms de domaine, etc., dans la vente de noms de domaine, que je pense qu'il n'y aura pas d'énormes conséquences par rapport à leur clientèle. C'est plus en interne. Clients, je pense pas. Non, voilà, non, c'est ça, voilà. Donc, mais enfin, bon, voilà, c'est un cas. Limite, ça peut être l'effet inverse, hein, parce que on dit souvent même de la mauvaise pub, ça reste de la pub, et donc. Peut-être, oui. Tout d'un coup, on a parlé de GoDaddy, alors qu'on n'en parlait plus, et que voilà, c'est vrai, c'est pas impossible. On peut passer à la suite. Alors que je vois que ça s'agite dans le chat. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on doit enregistrer l'après-midi pour avoir des réactions. Ou en tout cas en période de congé. Merci en tout cas à ceux qui nous ont rejoints sur Twitch. On espérait pour cette année 2020 atteindre les 100 followers. On a commencé il y a pas longtemps sur Twitch. On est tout genoux, si je puis dire. On n'a pas encore atteint les 100 followers, mais ça ne saurait tarder à mon sens. J'ai perdu ma conduite du coup, donc. Et l'année n'est pas finie. L'année n'est pas finie. On est tout à fait d'accord. Donc appelez vos amis et venez vous abonner à la chaîne Twitch des technos. Sans oublier évidemment la chaîne YouTube, parce que c'est là que normalement tout se passe. Il faut être très clair avec ça. On est sur la lettre B. La lettre B comme brevet. Je vous avais dit qu'on parlerait encore un tout petit peu d'Apple dans cet épisode parce que Apple a breveté des claviers. Un certain type de clavier en tout cas. Voilà. Un certain type de clavier. J'ai dû faire bref dans le titre, donc j'ai dû résumer forcément, mais c'est un peu plus intelligent que ça. Oui, j'ai pas pu m'empêcher de parler une seconde fois d'Apple, et voilà, ça sera la dernière pour aujourd'hui et probablement pour cette année également. D'habitude, je commente pas les rumeurs ou je rajoute pas dans la conduite des rumeurs, qu'elles soient sur Apple ou d'autres, mais là c'est plus qu'une rumeur puisqu'il y a un brevet qui a été déposé, donc on peut supposer qu'ils y réfléchissent, tout au moins, peut-être qu'ils y travaillent, à faire des claviers adaptatifs, des claviers dont chaque touche est un petit écran, et donc on peut reconfigurer son clavier par logiciel simplement. Fini de devoir commander des machines QWERTY, QWERTZO, ZERTY belge, ZERTY français, avec le tiret du haut en bas et le tiret du haut du bas en haut. Non, tout ça se réglerait par software maintenant. Donc concrètement, chaque petite touche serait un écran, probablement OLED dans l'état de la technologie actuelle, qui permettrait d'afficher un caractère, et puis on peut imaginer une app qui elle n'est pas couverte par le brevet, de reconfiguration de tout ça et des layouts de clavier enfin standardisés. Il y a un intérêt pour Apple, c'est la chaîne logistique, parce qu'au moins il y a de modèles différents dans une chaîne logistique. En plus, c'est facile à approvisionner, et donc fini ce casse-tête de devoir commander ces claviers dans plein de langues. J'ai travaillé très longtemps à Luxembourg, donc dans un environnement très international où ils utilisent du QWERTZO là-bas, qui est une variante du QWERTY. Moi, j'aime bien travailler en QWERTY quand je développe, mais si je dois écrire un document français, je préfère de la ZERTY pour avoir les accents. Sinon, c'est l'enfer. Et donc, voilà, ce serait plutôt une bonne idée, d'autant plus qu'Apple avait déjà finalement expérimenté avec un espèce de prototype. C'est la Touch Bar au-dessus des MacBook. C'est déjà un clavier d'une certaine sorte dont les touches sont reconfigurables. Ma fille a voulu me faire télécharger un truc. L'autre jour, j'ai dit non, pas question de télécharger ça, mais c'est une appli qui fait un jeu dans la Touch Bar. On télécharge, donc c'est vraiment très configurable. C'est plus que simplement c'est peut-être tout un jeu genre animal, avec un truc qui doit traverser la rue. Tu confirmes qu'on a trouvé une utilité à cette touch bar du coup. Ouais. J'y avais pensé également. Elle voulait que je télécharge un logiciel à installer sur mon Mac. J'ai dit non, pas question, et je vais expliquer pourquoi je ne le faisais pas aussi. Mais enfin bon, ça c'est une parenthèse. Donc voilà, intéressant. Attention, je rappelle que brevet veut pas dire futur produit. C'est juste dire qu'ils travaillent, qu'ils réfléchissent et qu'ils se protègent éventuellement de futures possibilités. Il y a une tendance lourde pour aller vers ce type d'ergonomie. On le sent bien. On en avait parlé, Xavier, me semble-t-il, avec Effectivement, on avait parlé du clavier Nemeo il y a pas longtemps. Ça doit être il y a un mois ou deux. À l'initiative d'LDLC, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc les personnes derrière LDLC. Donc c'était Nemeo qui est sur Kickstarter et qui a déjà levé 100 000 euros pour leur clavier. Donc là, pour rappel, c'était un clavier tout à fait séparé de l'ordinateur. Donc même si vous n'êtes pas sur Apple, vous pourrez avoir ce type de clavier. Et là, c'était pas des écrans, c'était en fait c'était une technologie e-ink. C'est très similaire. Donc, en fait, j'avais vu la news et ça m'avait interpellé parce que un dépôt de brevet pour ça, alors que
finalement, on voit que c'est pas les premiers à faire ce genre de choses. Ça m'avait surpris. Mais non, c'est pas parce qu'ils déposent un brevet ils vont avoir le brevet non plus. Hein, donc aussi. Il faut voir. Et je voulais rajouter autre chose aussi. C'était quoi? J'ai oublié. C'est que c'était important. Le grand âge. Alzheimer. Ça commence. Incroyable. Ouais. Il sait plus de quoi il s'agit. Non, mais effectivement, et on nous le confirme d'ailleurs dans le chat aussi, hein, c'était une news qui était passée. Il y avait eu même une pré-présentation au CES, me semble-t-il, en 2019. Donc ça date pas d'hier, mais plutôt d'avant-hier. Et puis il y a le vieux clavier. C'était une boîte russe, je pense, qui avait imaginé ça. C'était totalement impayable. Je pense qu'ils n'en ont pas vendu, mais il y a très très longtemps, hein, qui avait déjà imaginé cette possibilité d'avoir des petits écrans dans les touches et donc d'adapter le clavier en fonction de l'application qu'on utilisait, avoir tous les raccourcis visuels, etc. sur le clavier, ce qui est forcément très intelligent, clairement. Oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire et en fait, ce que je me demande, c'est la convivialité pour taper quand on tape des longs documents. Vous savez, ou même les développeurs, on est très ajusté à notre clavier, ouais, ça devient quasiment une extension. Et donc la réactivité des touches, souvenez-vous du scandale quand ils ont changé le système de ressort sur les touches, etc. Et donc j'ai un Stream Deck aujourd'hui qui est finalement un clavier customisable, vous savez, ces petits trucs, mais je ne me vois pas taper du texte là-dessus, ça reste encore des gros boutons. Donc voilà, ce qui me chatouille, c'est quelle sera la sensibilité des touches, ouais, et comment les touches vont réagir par rapport à un clavier traditionnel. C'est peut-être de ça que relève le brevet d'Apple, justement, c'est d'avoir pas seulement l'aspect visuel de la touche, mais le fait que ça va fonctionner avec un clavier classique, entre guillemets, je pense les fameuses touches papillons, qui avaient d'ailleurs été un petit peu décriées à un moment donné. Donc voilà. Après, une fois que la technique existe et qu'elle soit adaptée au clavier existant, je pense que l'ajustement, c'est de la mécanique, mais on va arriver à des résultats, à mon avis, relativement semblables. Il faudra pas trop s'inquiéter. On aura le choix, en plus. Hein. Peut-être que demain, Logitech s'y mettra aussi, ou les fabricants, de manière générale, se mettront chéris. Par exemple, s'y mettront aussi. J'avais pas pensé à cette marque-là depuis des années. Oui, c'est dingue, hein. Ça m'est revenu spontanément. Oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à l'arrière de mon clavier. Donc, et puis toutes les marques de claviers mécaniques dont sont friands des gens comme Xavier, ce qui est d'ailleurs très audible. c'est pas une clavier, je sais pas comment appeler ça. C'est un orgue de barbarie. C'est un truc un peu spécial. Donc voilà. Bon, on en a fini avec ce sujet très visuel et Apple. Est-ce que, j'ai presque envie de dire, on est à la lettre G comme Google qui veut indexer les vidéos. Moi, il me semblait qu'ils avaient déjà commencé à indexer les vidéos, Sébastien. Oui, mais pas tout. Évidemment, ils indexent YouTube et les longues vidéos. Là, ils veulent commencer à indexer. Et d'ailleurs, ils ont déjà indexé des courtes vidéos que vous pouvez publier sur TikTok ou sur Instagram. Et ils les proposent en résultat de recherche dans l'application Google sur mobile. Pas clair si c'est juste Android ou si c'est sur iOS aussi, mais en tout cas sur Android, à certains utilisateurs. Donc c'est un déploiement très progressif et clairement ils ont dit que c'était en test pour le moment. On fait un critère de recherche et dans le dessus des résultats de recherche sur l'application mobile, je répète, ils vous proposent quelques courtes vidéos qui pourraient être en lien avec vos termes de recherche, et notamment TikTok et Instagram. Et je trouvais amusant qu'ils aient commencé à indexer le contenu où sont nos adolescents sur les plateformes qui ne leur appartiennent pas. Sur le lien et l'article de TechCrunch que vous trouverez dans les notes du podcast, il y a un screenshot de l'application Android. Ils expliquent également que le lien ne démarre pas l'application native pour ne pas quitter l'application Google, mais on arrive sur l'application web de Instagram ou de TikTok pour visualiser la vidéo. Et puis en lisant ça, je me suis dit mais comment on indexe des vidéos, comment ils trouvent de quoi ça parle et associer des mots. Voilà, donc il y a quand même un peu de savoir-faire et s'il y a une chose que Google sait faire très bien,
ça, justement. Je pense qu'il y a d'abord la manière dont on titre et décrit la vidéo qu'on publie, puis il y a les commentaires qui vont bien, il y a toute une chaîne d'informations qui sont sur YouTube. Ils analysent la track audio, puisqu'on a des pubs en lien avec ceux dont on parle dans les vidéos. Et pas uniquement, parce qu'ils nous demandent aussi, et ça rend service également à ceux qui nous regardent, à vous qui êtes devant votre écran, d'indexer nous-mêmes nos vidéos en plaçant des timecodes pour chapitrer par exemple la vidéo avec des titres spécifiques, et donc là aussi ça aide au référencement, en tout cas on l'espère, parce que ça prend du temps. Oui, mais exactement, c'est ça que j'allais dire, c'est le travail que tu mets pour indexer, pour documenter, pour mettre des tags, pour mettre le timecode, etc., mettre des labels également sur les vidéos. Les adolescents qui publient sur TikTok, ils ne le font pas. Je n'ai jamais utilisé TikTok, je confesse, excusez-moi, je suis un vieux con probablement, mais je sais non, ça ils le font pas, parce que de toute façon c'est des vidéos trop courtes. Exactement, on filme 10 secondes, on publie, donc il faut quand même analyser le contenu. Ceci étant dit, j'ai lu quelque part que YouTube, donc Google, comptait aussi chapitrer des vidéos existantes eux-mêmes. C'est-à-dire, ils ont apparemment une intelligence artificielle qui est capable de reconnaître les endroits où il y a des breaks ou des changements de tonalité ou de sujet qui permettraient éventuellement placer des index pour avoir une navigation linéaire, donc dans le flux. Et pour possiblement, effectivement, y intégrer de la publicité. On va dire à des endroits choisis et pas n'importe où à la hache au milieu d'un mot, etc. C'est déjà ça, on va dire. C'est pas l'idéal, hein. C'est très clairement, mais... Ouais, je vois deux intérêts pour Google, c'est de continuer à fournir plus de contenu relevant, adéquat par rapport aux recherches, et donc on continue d'aller sur Google et qu'on passe plus de temps sur leurs résultats de recherche plutôt qu'ailleurs, même si c'est quitte à envoyer la personne 10-15 secondes sur TikTok et le laisser revenir sur Google après. Et puis ça permet également de mieux connaître, parce que ces vidéos qu'ils vont proposer, sur lesquelles on va cliquer, lesquelles on va regarder, des habitudes de consommation, c'est du data. Et continuer de profiler les utilisateurs. Où qu'ils aillent. En plus de ça, comme tu l'as dit, ils ne vont pas bien loin puisqu'ils sont in-app. Donc ça ne change pas grand-chose pour Google. Je ne sais pas si Xavier, TikTok, tout ça, non, toi tu publies rien. Toi, Non, TikTok, je résiste. Instagram, je résiste. Voilà. Alors, Instagram pour le boulot, un petit peu, mais alors, TikTok, parce que quand on produit un podcast technologique et qu'on s'intéresse aux technologies depuis longtemps, et au web en particulier, TikTok, il faut à un moment donné tester. Moi, je m'y suis lancé. Voilà encore un truc qui a changé en 2020. C'est que... Et donc, j'ai été voir, c'est clairement hyper addictif. C'est-à-dire que tu commences à regarder une petite vidéo con avec un chat qui rigole, et puis t'en as une autre derrière, et en plus de ça, les algorithmes font en sorte que plus longtemps tu restes sur une vidéo, plus celui-là, ça, il a bien aimé celle-là, donc on va lui en mettre d'autres du même genre. Et puis tu restes moins longtemps sur la suivante. Ça, il aime moins bien, donc on va moins lui en proposer. Et donc, de fil en aiguille, tu te retrouves, tu commences, t'as regardé 2 vidéos sur TikTok, et 1 heure après, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Promets-moi un truc, c'est la première fois que tu vas poster une vidéo, toi qui fais un playback en dansant devant ton miroir, que tu nous informes quand même. alors, ce qu'il faut, fera un live Twitch. C'est ce qui a fait le succès de TikTok au départ. Hein. C'est vrai que ce sont ces playbacks, etc. Ce qu'il faut dire, c'est que ça a quand même évolué, parce que finalement, le public s'est approprié l'outil, comme c'est souvent le cas, alors que je tape dans mon micro et que ça fait un sale bruit. Il s'est approprié l'outil, et il n'y a pas que ça. Et il y a moi, je suis tombé, alors peut-être que d'autres technophiles comme moi sont tombés sur le même sujet, et donc, du coup, l'ont de manière récurrente, parce que ça les intéresse, des gens qui installent la fibre en France pour des opérateurs comme Free, etc., qui expliquent comment ils font leur boulot et quels sont les embarras qu'ils peuvent rencontrer dans les caves des immeubles, etc., etc. Et c'est assez intéressant, et ça fait peur en même temps, parce que des fois tu vois des cabines d'opérateurs où les fibres se mélangent, ça tricote dans tous les sens. Tu sais, comment est-ce que c'est possible de s'y retrouver là-dedans? Donc il y a quand même des choses avec un petit intérêt. Voilà, on arrive quand même toujours à trouver le petit intérêt particulier, on va dire. Est-ce que c'est l'intelligence de l'application qui fait ça, ou c'est simplement nous qui sommes sélectifs et à un moment donné on ne fait plus que ça? C'est ton intelligence à toi qui filtre. C'est mon intelligence à moi qui n'a rien d'artificiel, qui filtre tout le reste. Donc voilà. C'était fin du chapitre TikTok, référencement vidéo, machin. On peut passer à la suite. Pour repasser la parole à Xavier qui veut nous parler de messagerie. M comme messagerie, Zoom veut se diversifier. On avait déjà eu
une forme de diversification chez Zoom. On en avait parlé dans un épisode précédent. C'est une autre forme de diversification dont il s'agit ici, Xavier. Oui, donc Zoom, qu'on ne présente plus, cet outil de vidéoconférence qui a connu le succès principalement en 2020 ici, avec une croissance gigantesque grâce au confinement et au fait que tout le monde travaille en home working. Mais elle étudie un autre business model qui pourrait déjà être d'application début, et même il précise vraiment tout début 2021. Le but de Zoom, c'est de se diversifier, et le nouveau modèle se baserait sur un nouveau service de courrier électronique, donc de mail, avec évidemment Gmail et Outlook dans le viseur, et ils promettent un concept de nouvelle génération. Alors on n'en sait pas beaucoup plus, mais ils annoncent aussi un calendrier qui serait combiné à ça, qui est évidemment aussi disponible chez les concurrents, et qui est un outil qui permet, plus que les mails, de fidéliser les clients et les entreprises principalement. Ils annoncent également que c'est vraiment important pour eux parce que suite à l'annonce des résultats du vaccin Pfizer-BioNTech, Zoom avait plongé en bourse, et donc c'est logique qu'une société qui a profité de la réorganisation du mode du travail, du home working, se remette en question et essaye de capitaliser sur ces nouveaux utilisateurs en proposant des choses qui vont les faire rester sur la plateforme une fois que les choses vont se tasser un petit peu, si les choses vont se tasser un petit peu côté home working. Mmh. Il y a aussi l'idée qu'ils ont quand même bien gagné d'argent, hein. Et qu'il va falloir investir à un moment donné, et que c'est le moment de se déployer. Donc voilà, il faut pas attendre 10 ans pour se servir des sous qu'ils ont gagnés. Donc ils ont tout intérêt à se déployer et à se développer et avoir des objectifs ambitieux, on va dire, pour 2021. Je lis dans l'article qu'il est question qu'il serait éventuellement question du rachat de la plateforme Dropbox. Ce serait dans les plans. Donc ce qui serait quand même assez cocasse, j'ai envie de dire. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien. Pour en faire une plateforme business, il faut une suite de collaboration. Donc il faut du chat, il faut de la vidéo, de l'audio et du partage de fichiers. Et donc là, ils ont un aspect qui est assez fort. Oui, tout ça évidemment c'est dans le cloud, pas avoir de serveur à installer dans son data center. Mais ils ont un de ces éléments qui est la partie vidéo qui font plutôt bien, modulo les problèmes de sécurité dont on en a parlé déjà à maintes reprises dans ce podcast. Mais ils n'ont pas la partie partage de fichiers, ils n'ont pas la partie chat. Imagine une combinaison Slack, Zoom bien intégrée dans une interface graphique qui a de l'essence. Ça peut avoir un intérêt au niveau business pour lutter contre Teams, probablement, qui est probablement leur premier concurrent, en tout cas dans le monde de l'entreprise. Oui. Tout ça va se déployer forcément dans l'année 2021. Ça va bouger à ce niveau-là, me semble-t-il. Hein. Je suis pas devin, mais ça me semble assez évident que tous les enseignements tirés de ces 9 mois de télétravail de l'année 2020 va servir à engager des frais, et engager des investissements, des achats, des fusions, etc. pour obtenir des outils effectivement qui vont entrer en concurrence. On a vu que ça a poussé aussi des entreprises, tu parlais de Teams par exemple, certaines entreprises qui avaient déjà prévu d'intégrer cette solution-là ont accéléré l'intégration et le déploiement de la solution au vu de ce qui se passait. Donc ils ont gagné du temps quelque part aussi. Voilà, c'est des choses, on se doute pas tout de suite de l'application, de l'impact, mais c'est à mon avis ça a donné un coup de booster à un tas d'entreprises. Alors il y en a un tas d'autres qui s'en prennent plein les dents, hein, soyons très clairs, c'est pas voilà, mais il y en a quelques-unes qui tirent leur épingle du jeu, comme on dit, de manière assez insolente. Voilà. Je sais pas si on a un truc à rajouter ou s'il se passe des choses. Je sens que Xavier veille au grain, lui et son ami le bot sur le chat de Twitch. Voilà. La lettre P comme POTUS. POTUS, c'est le terme générique pour le président des États-Unis. Hein. Ils s'appellent tous POTUS. Twitter remettra le compteur à zéro du compte du président. Heureusement, parce que hériter d'un compte pareil, je sais pas si c'est un vrai cadeau, mais voilà, c'est ce qui va se passer.
Voilà, mais en gros, les USA sont dans une phase de transition entre l'administration Trump et celle de Joe Biden, dont l'investiture sera le 20 janvier. Alors, on le sait, l'administration américaine communique beaucoup via Twitter. Il contrôle plusieurs comptes comme POTUS, VP, FLOTUS, PressSec, Cabinet, la Casa Blanca, White House, qui sont des comptes officiels, mais qui appartiennent malgré tout à Twitter. Et Twitter a prévu un mécanisme spécial. Donc, ce sera pas juste un transfert de login et de mot de passe entre les deux administrations pour le changement. Cela fait évidemment pas plaisir à Biden, mais Twitter a décidé de ne pas transférer les followers des comptes existants à la nouvelle administration. D'accord. Alors, on sait qu'il y a des millions de followers pour certains comptes. Et en plus de ça, Trump avait pu bénéficier des followers de l'administration Obama en fait par le passé. Donc ça fait un petit peu de bruit dans le camp Biden, mais Twitter n'en démord pas. Et donc en gros les abonnés vont être informés que tout le contenu sera archivé sur d'autres comptes. Par exemple, si on prend White House, ce sera archivé sous White House 45 et il y a un nouveau compte qui sera at White House qui va être créé, et donc avec un compteur tout à fait à zéro. Comme j'ai dit, ça avait pas été le cas pour Trump et Obama. On apprend aussi que Twitter sera beaucoup moins tolérant avec le compte Real Donald Trump, puisque Donald Trump, on sait qu'il il utilise pas toujours, et c'est au grand regret de son administration, il utilise pas toujours les comptes officiels qui sont un petit peu plus surveillés. Il aime beaucoup communiquer par son compte privé. Et Twitter a annoncé que ce compte-là, qui avait une certaine tolérance sur le non-respect de certaines règles du réseau social, mais ça va être fini. Donc dès qu'il sera plus président, le compte sera considéré comme un compte lambda, et donc s'il enfreint au règlement du réseau social, s'il publie trop de fake news, etc., il pourrait être sanctionné, voire banni. Donc voilà, ça me fait plaisir dans un sens, parce que on voit que, alors il y a peut-être des dessous derrière que j'ignore, mais ça a l'air plus ou moins neutre, puisque d'un côté, c'est pas à l'avantage de Biden qui va perdre tout un tas de followers qui auraient pu, même s'ils étaient à la bonne de Trump, ils auraient pu capitaliser là-dessus pour la communication. Et d'un autre côté, ils vont pas se laisser faire par Trump et le sanctionner et le traiter comme un lambda, quoi. Donc voilà, je trouve ça plutôt une chouette news. Moi, je pense que l'idée de remettre les compteurs à zéro, c'est-à-dire partir de 0 followers, c'est plutôt sain, hein. Parce que c'est pas les mêmes qui suivaient le POTUS d'avant le 20 janvier 2021 que ceux qui vont suivre le POTUS d'après le 20 janvier 2021. Donc c'est assez, quelque part, c'est assez logique qu'on remette les compteurs à zéro à chaque prise de pouvoir, entre guillemets. Je sais pas comment ça se passe avec le pape, parce que le pape a aussi un compte, enfin, il a même plusieurs comptes Twitter, me semble-t-il, et je pense que le pape garde les followers, parce qu'ils restent tous catholiques. Bon, à mon avis, c'est pour ça. Ils changent pas de religion. Ouais. Entre chaque pape, on change pas de religion nécessairement. Ça doit être ça aussi le truc. Sébastien avait un truc à rajouter. Non, ça pose plein de questions. C'est pourquoi faire une exception pour l'administration américaine? Comme tu l'as dit, il y a le Vatican, mais il y a tous les autres chefs d'État qui sont sur Twitter également. Est-ce que ça va devenir la règle dans le futur? Est-ce que c'est qu'une fois? Et puis, Xavier l'a dit également, c'est pas que le compte de Donald Trump, c'est le compte de la Maison Blanche. On parle pas de son compte perso ici, qui est suivi par des fans d'Obama et des démocrates avant qu'il soit investi par Donald Trump. Donc voilà, je me souvenais aussi que sur Twitter il y a un bouton unfollow. On n'est pas obligé de follower des comptes, de suivre des comptes qu'on n'aime pas. Peut-être que, enfin non, je veux pas faire de, mais peut-être que certains admirateurs de Trump ne trouvent pas ce bouton-là. Oui, c'est ça. Ils savent peut-être pas comment se désabonner. C'est peut-être mal inscrit, je sais pas. Mais voilà, je pense que tout ça, l'air de rien, les réseaux sociaux, Twitter, etc., c'est relativement jeune, encore. Les règles évoluent, on va dire d'année en année, enfin de mandature en mandature. Donc tout ça, et c'est assez logique que les règles changent en cours de route. Après, bon, est-ce qu'elles sont valables ou pas? Moi, j'aurais trouvé assez de bon ton quand on est passé d'Obama à Trump, qu'on mette les compteurs à zéro. Moi, j'aurais trouvé ça tout à fait logique.
Ça devient une règle générale pour tous les comptes officiels de tout. Pourquoi pas? Ok, d'accord. Voilà, là, tu soulèves une autre question qui est intéressante, c'est quand tu as un compte Twitter, même s'il est à ton nom, et que tu, par le biais, parce que tu occupes une fonction, quelle qu'elle soit, politique ou médiatique ou autre, et que tu as, dans le temps de ce mandat, tu recueilles des followers, quid de ce pouvoir, entre guillemets, puisque quelque part, avoir beaucoup de followers, c'est une forme de pouvoir acquise parce que tu étais dans une certaine fonction. Dès le moment où tu quittes la fonction, quid de cette masse, quelque part? Ça, c'est une bonne question à laquelle il n'y a pas beaucoup de réponses pour l'instant. On voit ça, par exemple, avec des journalistes. C'est pas rare que des journalistes ayant opinion sur rue parce qu'ils travaillent pour tel ou tel média très en vue, etc., engrangent un grand nombre de followers. Et puis, du jour au lendemain, ils changent de média ou, par exemple, ils vont se mettre au service d'un parti politique en tant qu'attaché de presse. C'est une vraie question. Il y a une question éthique derrière qui est assez intéressante et pour laquelle on n'a pas vraiment de réponse, quoi. C'est ça aussi le truc. Je sais pas ce qu'on pense d'avoir deux comptes. Oui, c'est ce que certains et pro. Je m'étais laissé dire que c'était le cas au Canada. Alors là, il faudrait demander à Bruno Guglielminetti, qui lui a travaillé à Radio-Canada, où il était question, je pense, que quand tu rentres en tant que journaliste dans le média, on t'ouvrait ton compte Twitter. Qui se terminait toujours par RC pour Radio-Canada. C'était _ RC pour Radio-Canada. Et quand tu partais de la société, tu rendais ton compte Twitter professionnel et tu étais censé tweeter pour ton compte professionnel aux heures auxquelles tu travaillais, etc. etc. Mais ça, c'était il y a longtemps. Peut-être que ça a encore évolué depuis, je ne sais pas. Si vous, de votre côté, vous avez un exemple de ça, de ce type d'évolution, de ce qui peut se passer, entre guillemets, avec vos comptes, n'hésitez pas à le faire savoir. Je vois qu'on rigole autour de moi, je ne sais pas. Oui. C'est très, très gênant. C'est très... Oui, c'est ça. Donc on ne m'écoute pas. Donc, Si, j'écoute, mais j'essaye de suivre aussi ce qu'on nous dit dans le chat. Oui, et De Tex nous dit que quand tu arrêteras, Marc, les technos, on supprimera tes followers. Sinon, on a une question aussi sur le fait que est-ce que ça va avoir un autre impact que sur Twitter ou d'autres sites aux États-Unis, le changement d'administration. Là, j'avoue que je sais pas trop. Il y a certainement des impacts au niveau financier, mais en dehors de ça, je ne sais pas s'il y a d'autres points. Et puis il y a un impact déjà, c'est que les procédures contre TikTok aux États-Unis se sont arrêtées, et donc TikTok va continuer de faire du business aux États-Unis. On ne parle plus de démanteler, de revendre à Microsoft ou autre. Tout ça, la page semble avoir été tournée sur ce point-là. Provisoirement en tout cas, puisque on sait que le démantèlement est à la mode en ce moment. On en parle beaucoup de ci et de là. Mais effectivement, enfin voilà, sur cette histoire de compte, sachez en tout cas quand j'ai un compte personnel pour lequel je tweete très très peu pour les technos. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Je m'en suis rendu compte moi-même sans le faire exprès. Et donc voilà, c'est un compte qui existait bien avant qu'on fasse les technos, évidemment. Mais par ailleurs, la comparaison s'arrête là. On peut passer à la suite ou encore une petite blague à raconter, un truc Non, c'est bon. Ah, un petit récap 2020. Il fallait quand même que quelqu'un s'y colle. C'est Sébastien qui nous a trouvé quelques articles de ces fameuses news qui sont passées inaperçues en 2020. Et donc, on va quand même en toucher un petit mot quand même dans cet dernier épisode de l'année. Oui, j'en ai sélectionné 2 ou 3 et en fait, je suis tombé sur un très bon article en profondeur d'un grand quotidien du soir en France auquel je suis abonné. Non, je ne veux pas lui faire plus de pub, mais qui collectionnait justement ces nouvelles qui sont passées inaperçues en 2020 à cause de l'actualité qu'on connaît tous en 2020. Et j'en ai pris un petit échantillon. Échantillon, justement, il en sera question dans ces news également, mais il rappelait plusieurs choses. Il rappelait d'abord qu'au mois d'août, l'OMS a déclaré que la poliomyélite sauvage, donc la naturelle, est éradiquée du continent africain. Si preuve est besoin que les vaccins fonctionnent, il y a quand même plusieurs maladies qui ont disparu ces dernières dizaines d'années de la planète Terre grâce à la vaccination. Il reste quelques foyers de poliomyélite en Afrique, dû
au vaccin, ce qui m'a amusé un peu. Du coup, j'ai creusé un peu quand même la nouvelle. Et au fait, sous certaines conditions, parfois le vaccin peut reprendre une forme virulente, non pas pour la personne qui est vaccinée, mais dans ses excréments. Et donc dans les autres qui sont pauvres en conditions sanitaires, il peut y avoir des petits foyers épidémiques qui redémarrent à cause de la vaccination. Mais globalement, on parle de quelques dizaines de personnes infectées. Et donc la vaccination a prouvé quand même son point sur ce coup-là. Plus de poliémite, plus de polio en Afrique, en Afrique grâce au vaccin. Et dans le domaine médical, il y a eu aussi une avancée terrible cette année dont presque personne n'a parlé, qui est un début de traitement contre l'hépatite C, qui est une maladie qui fait aussi des milliers de victimes par an. C'est 3 chercheurs qui ont permis de découvrir une technique de soins pour l'hépatite C qui guérit 99% des malades en 8 à 12 semaines, donc assez efficace, et ils ont reçu le prix Nobel de médecine à cette occasion-là. Ça, c'était sur le volet médical. Sur le volet espace, il s'est quand même passé pas mal de choses également, puisque on n'en a pas parlé, je crois, dans les technos, alors qu'on parle quand même régulièrement de l'espace. C'est la Chine a envoyé un appareil sur la Lune, qui a pris des échantillons, qui a déposé un drapeau chinois sur la Lune et qui est revenu se poser dans les plaines de Mongolie quelque part. Et c'est tout récent, ça date du mois de décembre. C'est passé quasiment sous le radar de la plupart des médias classiques en tout cas. Il fallait vraiment aller chercher dans les pages science et des trucs comme ça pour voir passer cette nouvelle. Alors pourquoi c'est important? D'abord, techniquement, c'est quand même un exploit d'envoyer un petit bout de métal. C'est toujours que le troisième pays, la troisième nation à y être arrivé. Un robot est capable de ramener des pierres. Et effectivement, il y a que trois pays, les États-Unis, l'Union soviétique et maintenant la Chine. C'est important politiquement aussi, envoyer une mission sur la Lune, c'est pas que de la science, c'est aussi s'affirmer au niveau politique international. Dire, voilà de quoi nous sommes capables technologiquement. Et c'est beaucoup. J'avais annoncé le projet dans un épisode, mais c'était encore au stade de projet où que ça allait partir, je sais plus. C'est vrai qu'il faut le savoir aussi, je le répète régulièrement en début d'épisode, c'est une revue de presse concoctée par nos chroniqueurs et chacun a ses petites marottes. Nous avions dans l'équipe, je le considère comme toujours faisant partie de l'équipe, même s'il n'intervient plus, un autre Sébastien, un troisième Sébastien, celui qui n'avait pas de cheveux. Et on le salue évidemment parce qu'on sait qu'il écoute régulièrement les épisodes des technos et donc il avait deux marottes, deux grosses marottes, j'ai envie de dire, la blockchain et d'autre part la conquête spatiale de manière très 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 générale et donc voilà, on a perdu entre guillemets puisqu'il est occupé à d'autres affaires actuellement, on a un peu perdu cet angle-là chez les technos. C'est un peu au hasard des rencontres aussi que l'on explore ce genre d'actualité. Je te rends la parole. Et alors, tant que j'ai la tête... Non, mais c'est bien qu'on coupe un peu, parce que comme je vais parler de plein de choses différentes, autant débriefer et commenter au fur et à mesure qu'on change de sujet, c'est pas plus mal. Et tant que je suis la tête dans l'espace, disais-je, il y a aussi 3 missions qui sont parties vers Mars, celle des États-Unis dont on a un peu parlé dans les médias, mais j'ai appris que la Chine a aussi lancé une mission vers Mars, et plus surprenant, les Émirats Arabes Unis ont également lancé des missions non habitées vers Mars, et qui devraient arriver bientôt. Ils sont en approche, comme on dit dans le métro. Mais donc il y a 3 missions quand même vers Mars. Donc 2021 verra après le rover, le robot rover qui avait fait la une de T-News il y a quelques dizaines d'années déjà, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le robot Mars Explorer, une dizaine d'années. Des nouvelles missions vers Mars en vue peut-être de vol habité un peu plus tard. Ça c'était pour le volet espace. Je parle juste un mot volet espace. L'année prochaine, si je ne dis pas de bêtises, Thomas Pesquet devrait retourner sur l'ISS. Je pense que c'est une mission programmée pour l'année 2021. J'ai peur de dire une bêtise et je pense qu'il s'y rendra grâce au support de SpaceX, puisque ce sera à bord de Crew Dragon, la capsule d'Elon Musk. Voilà. On confirme dans le chat. Voilà, comme ça, on est tranquille, on est sûr d'avoir raison, c'est croisé, c'est bon, on peut continuer.
Et puis en décembre également, il y a DeepMind, qui est une société à l'origine européenne, je peux encore le dire 2 jours puisqu'elle est britannique au fait, qui a été rachetée par Google, qui appartient à Google maintenant, qui a battu une centaine d'équipes concurrentes lors d'un concours de biologie moléculaire. Donc il s'agissait d'essayer de résoudre un casse-tête, c'est trouver la forme en 3 dimensions dans l'espace, donc enfin dans l'espace, pas l'espace dont on parlait avant, mais dans le volume, l'espace, d'une protéine. Parce que je suis pas biologiste, donc pardonnez mes approximations, mais la forme physique qu'a une protéine a un rôle influence son rôle. Et donc c'est important d'essayer de savoir, tiens, si on combine tel et tel acide aminé, ça aminé. De Walt Disney. J'ai regardé trop de Disney+. Ça. On a tous en mémoire ce fameux acide animé de Walt Disney. Donc on combine des acides aminés, ça forme une protéine, et il est important d'essayer de prédire la forme qu'aura cette protéine parce que ça influe la fonction de la protéine également. D'où les projets dont on a déjà parlé dans le podcast de folding de protéines, d'informatique distribuée. Mais là, DeepMind a pris une approche différente. Ils ont utilisé des réseaux neuronaux et de l'intelligence artificielle pour essayer, à partir des protéines connues, de prédire les formes des nouvelles protéines. Et là, le programme AlphaFold 2 a réussi à faire ça. Il s'est entraîné sur 170 000 structures de protéines déjà connues, et il a fait 50% mieux qu'au précédent concours il y a 2 ans, en 2018. Donc quand même une belle amélioration en 2 ans pour ceux qui suivent la technologie de l'intelligence artificielle. Une nouvelle intéressante. Et dans le domaine de l'intelligence artificielle également, il y a OpenAI qui a lancé la 3e version de GPT en français, qui est un algorithme qui modélise le langage et qui est capable de construire des phrases intelligentes et de répondre à des questions également, de comprendre la question et de formuler une phrase en termes de réponse. D'après l'article que j'ai lu, c'est le plus gros réseau de neurones à l'heure actuelle, avec 175 milliards de paramètres, et le corpus d'apprentissage est constitué de 500 milliards de mots, donc c'est à peu près l'équivalent de 150 fois tout Wikipédia dans toutes les langues, ou 2000 ans de lecture d'un grand quotidien national français. Nous sommes peu de choses. Voilà, 500 milliards de mots, 170 milliards de paramètres à tuner. On peut en dire des choses. J'imagine les tailles des clusters de machines pour entraîner ces algorithmes. Effectivement. Voilà, c'était l'espace, la biotech, l'espace, la biotech, l'intelligence artificielle, finalement. Et finalement, bon c'est pas mal que tu... Hein. Oui, tout à fait, et d'autant plus que je vais pas trop me mouiller, mais je pense quand même que 2021 et les années qui vont suivre vont mettre en évidence ces trois choses-là de manière de plus en plus importante. On a vu d'ailleurs, il y a eu un parade récent en Belgique des entreprises les plus innovantes. Les 3 premières étaient des biotech. Donc, voilà, par exemple. Hein, et je pense que parmi le top 10, il devait bien y avoir de l'intelligence artificielle également. Donc, c'est forcément vers ça que vont aller sans doute aussi pas mal de news chez les technos dans les mois et les années qui viennent. On continuera à s'intéresser à des choses comme la lettre W, oui, et des choses qu'on met en général en lettre W par exemple. Hein, R comme robot, les bons voeux de Boston Dynamics qui a été racheté il n'y a pas longtemps par Hyundai, si je ne dis pas de bêtises, ou un autre opérateur, alors que je vois que Sébastien est frisé. Il bouge les yeux. Ah non, il n'est pas frisé. J'ai eu peur. Non, quand Sébastien ne bouge pas, je peux vous dire que ça ne bouge pas. Je veux dire, c'est très très surprenant. Des années de méditation et de yoga, monsieur. Oui, je vois ça, parce qu'on ne le voit pas. Alors de temps en temps, je dis, il ne cligne pas des yeux non plus, c'est un extraterrestre en fait. Donc, je disais, Boston Dynamics, racheté il n'y a pas longtemps, quoi qu'il, ils nous ont présenté des vœux. C'est ça qui en parle. Mais voilà, c'est un petit peu la news un peu joyeuse. C'est plus amusant qu'autre chose. En gros, c'est une vidéo qui a été publiée par l'entreprise américaine
qui développent ces fameux qui savent un petit peu tout faire. Ici, ils dansent à l'unisson sur la chanson Do You Love Me du groupe The Contours dans le but de célébrer la nouvelle année qu'elle espère plus heureuse, je cite. Et on avait déjà vu les robots escalader des terrains accidentés, faire des cumulés, aider des services de secours, monter des escaliers, ouvrir des portes, etc. Mais là, franchement, ils dansent. Alors, si vous n'avez pas la vidéo, il faut voir, ils font vraiment toute une chorégraphie et ils dansent vachement mieux que moi. Hein. Donc, ils font une chorégraphie avec 3 modèles. Il y a 2 robots Atlas, qui est ce robot qui est très humanoïde, un humain avec un espèce de sac à dos. Il y a le robot Spot qui ressemble à un chien sans tête qu'on a pu voir également. En tout cas, on a vu un robot qui ressemble très fort dans une série Netflix, et on a le robot Handle qui ressemble, alors moi c'est mon interprétation, mais ça ressemble un petit peu à une espèce d'autruche, mais sur 2 roues, et dont la tête sert à déplacer des colis dans des entrepôts. C'est ridicule. Alors, oui, mais enfin voilà, j'ai pas trouvé de meilleure description pour ceux qui n'ont pas l'image. Et, non, mais t'as raison. Je vous conseille quand même de regarder cette vidéo. On mettra le lien évidemment dans l'article, hein, comme toujours. Mais ça donne quand même des dégaines assez bizarroïdes pour certains, drôles pour d'autres, et flippant, comme le dit quelqu'un dans le chat, me semble-t-il, pour l'humanoïde en question, parce que c'est vraiment. Enfin, j'ai pas de mots, parce que ils sont quand même arrivés à un niveau. C'est impressionnant, et c'est synchronisé, tout ce que tu veux, c'est vraiment impressionnant. Quand on se rappelle des robots, j'allais dire de mon enfance, mais c'était 30-40 ans, raide, qui ne lève pas un pied, qui a toujours 2 pieds au sol parce que sinon on se casse la figure, raccordé au plafond par des câbles, des trucs comme ça, et qu'on voit ça, cette manière de se mouvoir, c'est quand même assez particulier. Voilà. Et là, je vous mets pas la musique en plus, mais c'est rigolo, c'est flippant, et je pense qu'on n'a pas fini de voir ces robots évoluer dans les mois, les années qui viennent, et ça va encore nous surprendre. J'ai l'impression. Ça aussi, hein, c'est 2020. Ces petites vidéos virales signées Boston Dynamics, elles ont fait quand même, pas uniquement en 2020 d'ailleurs, en 2019 aussi, on a eu quand même quelques-unes, avec la montée des marches d'escalier, l'ouverture d'une porte, etc. C'était plus ancien que ça encore. C'est très surprenant, très très surprenant. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup. Simplement en tapant Boston Dynamics dans YouTube, vous allez en trouver plein, des vidéos comme ça. C'est très très impressionnant, et on a même au ralenti. Enfin, moi, je trouve ça bluffant. On a un truc à rajouter là-dessus ou pas, ou on passe à la suite? Ça et les chats. À voir, c'est tout. Les chats qui rigolaient, ça c'est top. Enfin voilà. On est à la lettre W, mais W comme WhatsApp. WhatsApp qui abandonne les vieux OS. Comment se fait ça? J'ai envie de demander à Sébastien. D'un côté, on peut les comprendre. Maintenir plein d'OS différents sur des appareils différents, c'est un casse-tête en matière de tests de non-régression à chaque fois qu'on sort une nouvelle fonction de son version de son application. Et donc, ils ont décidé de faire un peu le nettoyage. En soi, je peux pas le reprocher. Ils ont décidé de placer la barre à Android 4.0.3. Je suis pas spécialiste d'Android, mais de tête, c'est Lollipop, quelque chose, non? Vous me corrigez dans le chat si je dis des bêtises. Je me rappelle plus, j'ai arrêté avec des sucreries. Et iOS 9, donc iOS 9, on est à la 14 maintenant, ils en sortent un par an, donc c'est il y a 5 ans à peu près, quelque chose comme ça. Côté iOS, il y a probablement beaucoup moins d'iOS 9 dans la nature qu'il y a d'Android 4 dans la nature, parce que les gens, d'après les études que j'ai pu lire, ont tendance à mettre à jour leurs appareils Apple plus rapidement que ce qu'il y a moyen de faire sur les Android, sans vouloir déclarer ou lancer une war, une flame quelconque. C'est une question. Là, je te dirais que c'est juste une question d'opportunité. Hein. C'est parce que c'est très bien signalé dans iOS, et que ça l'est sans doute un peu moins dans Android. Pour avoir eu les deux, je pense qu'il n'y a pas de choix délibéré de dire non, je fais une mise à jour. Des utilisateurs, non, mais du mode de distribution, quand c'est Samsung, quand c'est via un tel et un tel, parfois c'est l'opérateur qui ne propose pas de c'est plus dans la notification que dans la diffusion lui-même, je pense.
pense. Alors ici, vous qui nous écoutez, qui nous regardez sur les podcasts, un podcast tech, a priori, vous n'êtes probablement pas impacté par cela, parce que je pense que vous avez des versions plus récentes d'Android ou d'iOS, mais il ne faut pas oublier que WhatsApp est utilisé par des milliards de personnes, en tout cas plus d'1 milliard de personnes dans le monde, y compris dans des pays émergents. En Afrique, c'est le moyen pour payer ses factures, pour interagir avec une entreprise quelconque, en Amérique latine également, en Inde également, et là, ça peut avoir un impact, parce que tout le monde ne peut pas nécessairement se payer le dernier iPhone 12 ou le dernier Samsung, je ne sais pas quoi, à près de 2000 €. Donc oui, ça va certainement avoir un impact. Et quand on exclut des gens d'un groupe de communication pour des raisons technologiques, c'est jamais bon. C'est pour ça que cette news a attiré mon regard et a retenu mon attention cette semaine. Oui, c'est particulier. Enfin voilà, il faudra voir l'impact sur le moyen terme. Là, tout de suite, ça va être difficile de le définir, hein, c'est clair. Mais sur les usages, alors déjà, les usages de WhatsApp sont tellement différents d'un pays ou d'une culture à une autre, c'est assez flagrant. Hein. Moi, WhatsApp, j'y suis passé il y a pas tellement longtemps, en fait. Je pense, pas plus de 2 ans, je pense. Donc, alors que je sais que c'est très très utilisé, ça a remplacé les SMS. Et tu dois le quitter pour Signal. Mais non, c'est vraiment voilà, on va voir ce que ça va donner. On peut dire que ça. Je sais pas ce qu'en pense Xavier. Pas fort utilisateur de WhatsApp, toi, non? Enfin, si. Par la force des choses, parce qu'on n'a pas trop le choix, il y a encore beaucoup de monde qui est sur WhatsApp, mais j'essaye de convertir les non-initiés à l'utilisation de Signal, qui est un WhatsApp, mais qui est non propriétaire, qui est fait par un organisme et qui a en fait été fondé par l'ancien fondateur de WhatsApp après qu'il l'ait revendu, et qui conseille d'utiliser Signal, parce que là, on n'a pas les messages sont vraiment de bout en bout, et il n'y a pas une société derrière qui peut analyser le contenu des messages d'une manière ou d'une autre pour revendre les données. Alors, pas analyser vos données personnelles, mais revendre votre profil pour en faire de la pub et des choses comme ça. Donc ça n'existe pas chez Signal. Et alors, juste une petite correction par rapport à Seb qui posait la question. Donc, le Lollipop, c'est la version Android 5.0, et dans les versions 4, on avait Ice Cream Sandwich pour la 4.0, Jelly Bean pour le 4.1 et Kit Kat pour le 4.4. On vient de prendre 3 kilos juste en énumérant 3 versions d'Android. Et c'est pas fini, attends demain. Oui, c'est ça. C'est la fin d'année, c'est dit compliqué. Non, mais voilà, c'est en plus, là, tu soulèves une autre question, Xavier, on a un petit peu de temps, donc on peut en profiter, c'est d'évangéliser son entourage à l'utilisation d'un système, d'une plateforme. C'est pas simple, hein. C'est vraiment pas facile. C'est pas simple du tout, non. C'est parce que eux-mêmes sont influencés sans doute par des tiers qui devront être eux aussi influencés à un moment donné. S'ils n'ont pas une entrée quelque part, que toi tu leur dises Signal, mais qu'ils ont aussi une deuxième personne, voire une troisième personne qui leur dise la même chose, c'est ça qui vont y passer, parce que ta parole à toi toute seule, même si ils respectent certainement ta parole, mais le fait de se retrouver tout seul avec toi, avec Signal, ça va pas les intéresser, quoi. Mais le problème, c'est l'adoption de masse. C'est que WhatsApp a déjà converti vraiment énormément de monde. Ceci dit, je pense que c'est pas un pari perdu, parce qu'on avait, c'était Viber, oui, Viber avant aussi, qui était plus utilisé que WhatsApp à un moment, et les gens commencent à migrer, en tout cas en Belgique, hein, je sais pas comment c'est dans les autres pays, mais commencent à migrer principalement sur WhatsApp. Et en fait, il suffit que quelques personnes convertissent chacun quelques personnes, et ça peut aller très vite. Mais ici, les gens utilisent WhatsApp, ils sont contents, ils voient pas pourquoi changer, alors que, en fait, Signal, c'est exactement la même chose. Vous avez les mêmes fonctionnalités, il y a tout, mais avec en plus le côté, vous êtes propriétaire de vos données, c'est-à-dire que le contenu ne sera pas analysé, vous n'êtes pas tracé, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce qui va sans doute influencer ceux qui ne veulent pas de WhatsApp ou qui voudraient éviter d'utiliser WhatsApp pour cette raison-là. Mais par ailleurs, tout le monde, on le sait bien, n'est pas sensible, et de moins en moins de gens, malheureusement, ils sont sensibles à cette condition-là. Il faut le reconnaître aussi. Sébastien.
Oui, c'est ce que les économistes appellent les services ou les produits à effet réseau. On ne parle pas de réseau informatique ici, mais de réseau d'utilisateurs. Je prends pour exemple le bon vieux téléphone filaire, celui qui s'est connecté à un fil dans notre mur à l'appartement ou dans votre maison. S'il y a que 3 personnes au monde qui ont un téléphone, votre valeur ajoutée d'avoir vous-même un téléphone est extrêmement faible. S'il y a 1 milliard de personnes sur la planète qui ont un téléphone, vous êtes intéressé par avoir un téléphone. Donc il faut un effet volume, un effet boule de neige qui rend l'évangélisation encore plus difficile. Je veux bien mettre Signal sur mon application, mais à part Xavier, je connais personne qui est sur Signal. Oui, c'est ça. Et avoir les deux en parallèle. Tu serais étonné, hein. Tu serais étonné. Il y a quand même. Oui, tellement si je cherche. Est-ce qu'il y a des femmes? Mais bon, petit à petit, ça se fait petit à petit. Moi, j'ai les deux et voilà. Je sais pas, ça pourrait être un incitant, je sais pas. C'est non, mais je veux dire, voilà, qu'est-ce que je ne sais oublié, ce que je voulais vous dire à ce sujet-là. Non, le truc, c'est que pendant un certain temps, forcément, les gens vont devoir avoir les deux applications parce que tous leurs amis vont pas tous migrer en même temps. Tout le monde va pas changer d'application au même instant, donc il faut faire cohabiter les deux applications. Et ça, des fois, pour les gens, parce que nous, rappelons-le, on est quelque part, je vais pas dire des privilégiés, mais on parle entre connaisseurs et techno ou geeks en tout cas. Ou en tout cas on est sensibilisé à ça, on peut faire l'effort. Moi je connais plein de gens qui se disent geeks, mais qui ne sont pas vraiment, ils disent geeks depuis qu'ils ont un smartphone, mais je leur dis d'installer une seconde application pour faire la même chose que la première, ils vont me dire mais pourquoi voilà, ça c'est la réaction de, je vais dire 80% du public sur ce type de sujet, hein. C'est j'ai quelque chose qui fonctionne déjà, pourquoi j'en changerais, d'autant que tout le monde utilise cette première application. C'est compliqué, c'est pas simple à faire avancer ces histoires-là. C'est comme je suis moi-même encore surpris aujourd'hui. Ça fait, je pense, 1 an et demi que j'ai quitté mon compte Facebook et qu'on continue à me dire mais si t'as bien vu sur Facebook machin etc. Mais je suis pas sur Facebook. Je suis plus sur Facebook. On me regarde avec des yeux grands comme ça en disant comment ça t'es plus sur Facebook depuis quand? Je me rappelle pas. J'aime bien quand on se rappelle que j'ai arrêté de fumer il y a 7 ans, mais voilà. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je vois Xavier qui est de nouveau perturbé par... c'est quoi? Tu discutes avec ton bot? Non, je réponds, mais on nous dit, voilà, ce serait chouette d'avoir on nous dit que ce serait chouette d'avoir un groupe de discussion Signal, mais je dis que c'est compliqué parce qu'on doit connaître et donc afficher aussi son numéro de téléphone comme on le fait avec WhatsApp. Et donc, on retombe sur, ce serait chouette d'avoir un Discord ou un Slack et on nous dit plus un pour le Discord. Donc voilà, il y a plusieurs personnes qui sont prêtes à venir. C'est Discord, on nous le propose, enfin on nous le demande, on ne l'exige pas, mais on l'a vu plusieurs fois dans les commentaires, des gens qui nous disaient quand est-ce que vous faites un Discord, etc. Mais oui, c'est vrai que ce serait chouette, comme d'autres ont ouvert des Slack, nous autres, entre nous, on utilise Slack par exemple. À un moment donné, on s'était dit tiens, on l'ouvrirait bien à plus de monde, mais le problème c'est que ça demande aussi de l'attention de notre part et d'y être régulier, parce que sinon ça va vite vous fatiguer aussi. On peut pas vous faire la promesse d'y être en permanence et de commenter en permanence et d'être à disposition tout le temps non plus. Donc on veut pas vous faire de fausses promesses sur ce genre de système. Jusqu'à présent, chaque fois qu'on a lancé quelque chose en podcast ou en vidéo, etc., c'est qu'on savait qu'on pouvait le faire aboutir. Et si on n'est pas certain de pouvoir le faire aboutir une solution, on préfère ne pas se lancer. Ouais, on ne préfère pas se lancer dedans pour pas décevoir et voilà, et pour rester bons amis. Et si demain on voit que par exemple l'un de nous a du temps pour s'occuper de ça et a vraiment envie de s'occuper de ça, why not? On peut l'imaginer, mais c'est pas le cas aujourd'hui en tout cas, soyons clairs. Ou alors l'un d'entre vous est prêt à prendre les rênes du truc et ça on peut en discuter entre nous. Fais attention à ce que tu dis dans le chat, il y en a un qui aime bien faire la modération, mais c'est pas le meilleur, hein. Chouette. On est là aussi pour se faire des amis. Donc on peut passer à la lettre suivante quand même. Et les habitués l'auront compris, cette lettre suivante, W comme oui mais non, va conclure cet épisode 286 qui lui-même conclut cette année 2020, en tout cas en termes de contenu pour les technos. Oui mais non, il crée un magnétoscope un peu particulier pour Raspberry Pi. Quel titre énigmatique. J'ai envie de dire, Xavier, explique-nous de quoi il s'agit-il. Ouais, je voulais pas tout spoiler dans les titres. C'est un membre de Reddit qui a posté un de ses projets qui est basé sur le Raspberry Pi. Alors certains l'utilisent pour faire du rétro gaming, pour faire des microscopes, des systèmes de surveillance. On a tout vu avec les Raspberry, mais ici c'est
d'utilisateurs GreedPaint qui a décidé de partager un projet qu'il a appelé l'Imatech Disk Master. Alors son but c'est quoi? C'est de faire un lecteur de vidéo qui est basé sur le Raspberry Pi. Jusque-là, rien de très impressionnant, mais c'est vachement original parce qu'en fait, il lit des films qui sont stockés sur disquettes. Donc, vous savez, les vieilles disquettes Amiga 44, alors pour ceux qui sont très jeunes, c'est l'icône enregistrée qu'on voit partout. Donc, pour faire ça, donc pour stocker un film là-dessus, il a créé un codec de compression vidéo qui est basé sur le X265. Il a réussi à compresser le film Shrek. Alors pourquoi est-ce qu'il a choisi Shrek, ça j'en sais rien, mais pour qu'il rentre sur une disquette de 1,44 mégas. Il a même été un peu plus loin puisque il reste un petit peu de place puisqu'il a compressé ça sur 1 méga 37. Et pour arriver à ça, il a compressé le film en 120 x 96 pixels. Alors ceux qui n'ont pas l'image, vous pourrez aller le voir via le lien qu'on va publier. Donc c'est 120 x 96 pixels à 4 images par seconde. Alors ça reste reconnaissable. On a le son également. Évidemment, c'est pas de la 4K. Donc c'est plus un défi technologique qu'il s'est fait. J'ai trouvé ça marrant. Et donc voilà, vous pourrez voir la news via le petit lien qu'on vous postera. Bah, c'est une petite prouesse, oui, de codage, de codec d'encodage, etc. On se rappelle des formats DivX d'il y a quelques années maintenant, qui étaient aussi encapsulés, rabiotés dans tous les sens, etc. pour arriver à faire tenir des films de plus d'1 heure et demie sur des CD-ROM à l'époque. C'était ça l'idée. Donc, mais là, l'exploit quand même, c'est 700, c'est plus ou moins 700 fois moins gros. Allez, pas 700 fois, mais c'est quelques centaines de fois moins gros qu'un CD. Il faut je rejoins Picaboo sur le chat. C'est une espèce de grand gif animé, en fait. C'est ça. Oui, mais avec le son. Mais avec le son, oui, effectivement. Quand on sait qu'un MP3 fait 3 mégas AD, oui, c'est ça. Mais après, tout dépend de la qualité aussi. 4 images par seconde. Là, on le voit, quoi, la coupure. Enfin, on voit les sagas. Oui, c'est saccadé. Un méga 4, je répète encore. Oui, c'est ça. Oui, on se rend pas compte que c'est un méga 4 aujourd'hui, quoi. C'est le moindre MP3, il fait 3-4 mégas. Ouais, un méga, c'est quelques secondes de ce podcast en vidéo. Et pourtant, tu es saccadé aussi de temps en temps. Ceci étant dit, mais ça, c'est pour d'autres raisons. Effectivement. Ben voilà qui conclut cet épisode, cet ultime épisode, j'ai envie de dire, de l'année 2020. Pourvu que 2021 soit j'allais dire meilleur, différent en tout cas, parce que sur le plan technologique, je le répète, on a été bien servi quand même cette année, ce qui nous a permis de continuer à faire des épisodes durant l'été, ce qui n'était jamais arrivé auparavant, en ce qui nous concerne en tout cas. Alors il y a toujours moyen de faire des épisodes durant l'été, mais comme nous on se base sur de l'actu et qu'il n'y a pas énormément d'actu qui sort durant l'été traditionnellement, c'était difficile auparavant. Là ça a été possible cette année-ci. On le voit encore aujourd'hui, on vous a fait 2 épisodes pendant Noël, Nouvel An. Les années précédentes en général on fait une pause d'une quinzaine de jours avec un petit épisode sympa pour dire coucou et souhaiter un joyeux Noël et une bonne année, mais on n'a pas beaucoup de contenu normalement non plus durant cette période-ci. Et or là, il y en a aussi du contenu, donc on ne sait pas où ça va. J'ai quand même eu un petit peu de mal, j'avoue, cette semaine à trouver des choses. Voilà, on était un petit peu moins en cherchant, on a trouvé. Oui, c'est ça, parce qu'on était un petit peu moins actifs tous cette semaine aussi. Pour vous expliquer, pour vous faire entrer un petit peu tous dans les coulisses des technos, c'est que, comme je le disais là tantôt, on a un Slack entre nous et qu'on s'échange des informations quand on trouve quelque chose de sympa ou qui pourrait faire l'objet d'une réflexion quelconque. Bon, on se le partage et alors les chroniqueurs qui sont prévus pour telle ou telle semaine, s'ils sont un petit peu à court d'informations, vont se saisir de l'une ou l'autre de ces informations ou les avaient peut-être déjà parcourues auparavant, ce qui fait qu'il y a une espèce de réserve de sujets qui peuvent être développés éventuellement dans un épisode hebdomadaire. Cette semaine, on était tous un petit peu plus occupés à d'autres choses, j'imagine, ce qui fait qu'il y avait moins de réserves. Mais de l'actualité, il y en avait quand même effectivement. Et puis, ça dépend aussi des marottes, comme je l'expliquais dans le cours d'épisode de chacun de nos chroniqueurs. Certains préfèrent plus, et ça, je pense que votre sensibilité d'auditeur l'aura très vite compris également. Certains ont leur petite marotte également, et donc ça fait aussi que les épisodes sont, on l'espère en tout cas, des plus variés les uns des autres. Et ça, c'est ce qui fait un petit peu la touch techno, j'ai presque envie de dire. Que souhaiter pour l'année prochaine? Allez, chacun d'entre vous. Sébastien d'abord, peut-être.
Ah, tu me prends de court comme ça. Une différence. Voilà, je vais rester sur cet adjectif différent. Il y a eu des tas de bonnes nouvelles cette année également. Elles ont été parfois éclipsées également par ce qui impacte notre vie, et c'est tout à fait normal au quotidien. Voilà, essayons de vivre les choses différemment. L'environnement nous permettra de vivre les choses différemment l'année prochaine. Xavier. Ouais, et si tu remets ton micro, c'est chouette aussi. Parce que Alors, moi, c'est un petit peu contradictoire, mais je souhaite qu'on puisse conserver quand même les avancées technologiques qu'on a fait et des habitudes qui permettent parfois d'optimiser le travail, par exemple, ou les échanges à distance avec les nouvelles technologies. Et à côté de ça, j'espère qu'on pourra tous profiter de nos proches et en prendre soin très rapidement, puisque effectivement, ça c'est un petit peu la chose que je souhaite pour 2021. Ben voilà, je pense que c'est tout. Vous avez fait tous les deux une bonne synthèse de ce que je voulais moi-même dire, donc c'est parfait. Voilà, on en avait déjà touché un petit mot la semaine dernière également. C'est vrai que cette année a mis en avant des technologies qu'on trouvait un petit peu désuètes, que certains trouvaient un petit peu désuètes, comme par exemple la vidéoconférence. Je pense que la webcam est devenue l'objet de l'année 2020 en termes d'objet informatique. Même si c'est pas un objet neuf, il est revenu un petit peu au devant de la scène et chacun se l'est réapproprié. Maintenant, il va falloir aller un step un petit peu plus loin et arriver à un moment donné, quand les choses vont se calmer, à pouvoir garder ces solutions-là en tête et continuer à les maîtriser tout en se tapant sur l'épaule et en se prenant dans les bras à l'occasion aussi. Chez les technos, depuis toujours, on se fait à distance, donc ça nous a pas changé énormément nos habitudes de fonctionnement, il faut bien le reconnaître. Pour d'autres, ça a été, on l'a vu, un peu plus compliqué, ça l'est encore pour certains d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est peut-être le truc qui devra encore évoluer et s'installer durablement. C'est que ces outils sont là pour être utilisés et qu'on a vu qu'ils étaient efficaces. Je sais plus à qui j'en parlais il y a pas tellement longtemps. On se rappelle tous que quand on regardait la télévision, qu'il y avait un débat, par exemple à la télévision, il y avait des gens qui se faisaient des fois plusieurs centaines de kilomètres pour aller jusqu'à la télévision, pour aller participer au débat. Aujourd'hui, plus personne ne fait ça. Il reste chez lui, il se met devant sa caméra, il participe tout aussi bien au débat. Ça ne pose aucun problème. Et il n'a pas fait les 300-400 kilomètres pour se rendre au studio de télévision. Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres. Je sens que Sébastien avait un tout petit truc à rajouter. Ah non, pas du tout. D'accord. Okay. J'ai fait des fouilles dans ma cave ce week-end, ça n'intéresse personne, mais j'ai retrouvé les premières. Tu parlais des webcams, voilà le lien avec ton histoire. Okay. J'ai retrouvé une webcam Apple, parce qu'à l'époque où j'avais des laptops Apple, il n'y avait pas de webcam intégrée. Ça peut paraître bizarre quand j'ai dit ça à mes enfants, ils m'ont regardé bizarrement. Mais donc on achetait une webcam en plus qu'on allait mettre au-dessus de l'écran, et Apple avait designé un truc assez joli qui était un cylindre métallique comme ça, qui était connecté en FireWire, je sais plus quoi. Enfin. Elle fonctionne toujours, je suppose, mais j'ai plus d'appareil avec du FireWire pour pouvoir tester ça. Et j'ai retrouvé. On nous dit une Insight dans le. C'est Insight, oui. Ah, je me souviens. Je regarde. Je sais plus. C'était un cylindre comme un gros cigare, un peu plus court. Oui, EyeSight peut-être. E-Sight. Ah, peut-être. Oui. Effectivement. Et voilà, je me suis retrouvé expliquer c'est quoi ça, papa, à deux ados de 14 et 16 ans. Et d'un coup, je me suis senti vieux. Ceci étant dit, la webcam qu'ils ont mis après dans les laptops, jusqu'à l'année passée, elle était pas top. Prend moins de place. Elle prenait juste moins de place, effectivement. Et je pense que moi, ma toute première webcam, j'avais reçu ça. J'en avais reçu 2. C'était justement pour faire c'était pas du Skype, ou c'était quelque chose qui ressemblait à ça. Et c'était la qualité d'image, c'était du 320 sur 240. Avec un débit de 5 images ou 4 images par seconde, quelque chose comme ça. Ça remonte évidemment. On va pas non plus. On va s'arrêter là. On va arrêter cette année, c'est fini. Voilà, terminé. Merci à vous de nous avoir suivis encore en 2020. On espère vous retrouver en 2021, tous en pleine forme et durant toute l'année avec toute l'équipe. Maintenant, on a une solide équipe. On peut assurer la fin de la saison 7 des Technos sans difficulté, me semble-t-il. Donc, on se retrouve dès la semaine prochaine, on reprend nos habitudes, on sera là dès jeudi pour l'épisode 287 du coup des Technos. Merci Xavier, merci Sébastien, merci à vous, à très bientôt, salut, prenez soin de vous, ciao.